Les procès en collaboration qui lui furent intentés à la Libération, étaient injustes. A tout de suite, faites comme chez vous. Guitry dans 2 secondes. Europe 1, faites comme chez vous. Pierre-Louis Basse. Voilà qui nous fait plaisir, avec de nombreux invités, évoquer Sacha Guitry, lorsqu'on sait le succès et au théâtre et récemment sur France 2, qui a rencontré le travail autour de Guitry, preuve que vous êtes passionné par ce personnage. Bonjour Jean-Laurent Cochet. Bonjour. Bonjour 1000 fois et merci 1000 fois d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes comédien, une mémoire vivante du théâtre de ces 40 dernières années, et vous mettez en scène et jouez actuellement aux 2 colombes de Sacha Guitry, on est bien d'accord. Exactement. Du mardi au samedi 21h. Bonjour Jean-Pierre Danel. Bonjour. Vous êtes producteur de disques, vous êtes un fou furieux de Guitry. Ça fait des semaines avec Dora qu'elle me tanne, elle me dit si on fait Guitry, il faut que tu fasses venir ce jeune homme. Et on voulait faire Guitry, mais on cherchait le bon moment pour prendre le temps. Vous avez bien sûr écrit un texte qui s'intitule Le destin fabuleux de Sacha Guitry. Oui. Bonjour Noël Giret. Bonjour. Vous êtes la responsable commissaire de l'exposition Guitry à la Cinémathèque française et auteur de Sacha Guitry, une vie d'artiste chez Gallimard. Et je salue un écrivain, François Dufay, bonjour. Bonjour François, vous êtes rédacteur en chef au Point, mon confrère, romancier. Vous avez écrit l'hiver dernier, il y a quelques mois, je crois. Déjà, le temps passe. Le soufre et le moisi, la droite littéraire après 45, Chardonne, Morand, les hussards, un texte tout à fait intéressant, moi qui m'avait bien plu chez Perrin. Et je vous ai convoqué, si je puis dire, pour bien, avec vous tous, remettre les choses en place. Guitry n'était pas du voyage en Allemagne, on va en parler. Guitry a souffert le martyre. C'était sans doute très injuste, Jean-Laurent Cochet, ces procès à la Libération. Oui, c'est d'autant plus injuste qu'on savait déjà, en particulier, tous les Juifs qu'il avait sauvés. Je crois que peu en ont sauvé autant que lui, à commencer par Tristan Bernard. Et c'était, vous savez, c'était un procès d'intention, comme il a dit lui-même, parce qu'il était plus grand que tout le monde, plus haut que tout le monde. Ça a été une vengeance des médiocres, c'est souvent ce qui se passe. Mais ça a duré, ce qui est étonnant, et c'est... Moi, j'ai eu la chance, lui, je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu la chance, après sa mort, d'avoir des relations très régulières, téléphoniques, puisqu'elle ne sortait plus. Sa dernière sortie avait été de venir voir le Nouveau Testament que j'avais mis en scène. Je parle de Lana Marconi, sa dernière femme. On s'appelait quasiment tous les jours, et elle me disait, il y a un vieux militaire à la retraite qui, tous les jours, en passant sous ses fenêtres, à Neuilly, criait « Femme de collabo ». Ouais, ça a duré pendant des années. C'était devenu une tarte à la crème. Comme les faux résistants qui tondaient les femmes. Exactement. L'histoire connaît son lot. Je voudrais peut-être, on va évoquer bien sûr la Cinémathèque, mais Jean-Pierre Danel, c'est pas faire injure à qui que ce soit, mais vous êtes jeune, vous êtes le plus jeune de la bande. Qu'est-ce qui fascine, une fois qu'on a dit que Guitry est né à Saint-Pétersbourg, je crois, en 1885, qu'on parlait de la Russie, mais on y est. Qu'est-ce qui vous fascine chez Guitry ? L'esprit et le côté novateur qu'on oublie trop souvent, je trouve, parce qu'on le raccroche souvent à des citations qui sont souvent d'ailleurs assez inexactes, pas toujours mais quelquefois. Qui se vulgarise avec le temps. Voilà, un petit peu, mais c'est vrai qu'il avait un esprit très brillant dans son écriture, dans sa répartie, etc. Mais c'était aussi un homme très très novateur, notamment dans le cinéma, dans le théâtre aussi d'ailleurs, mais dans le cinéma notamment. Et c'est très très impressionnant de voir toutes ces années après que les choses qu'il a inventées, comme la voix off par exemple dans le roman d'un tricheur, sont restées complètement d'actualité aujourd'hui. Le playback, c'est lui le playback ? Orson Welles l'a repris d'ailleurs. Absolument, Orson Welles rendait hommage. Voilà, et aujourd'hui encore, beaucoup, par exemple, des séries télévisées qui marchent très bien de nos jours, fonctionnent notamment basées sur la voix off, qu'il a inventée en 1936. Donc c'était extrêmement en avance sur son temps. Ça et beaucoup d'autres choses. Il avait mélangé des spectacles, théâtre et projection de films, selon les axes, etc. Voilà, donc c'était quelqu'un d'extrêmement brillant et de novateur, et qui était tout le contraire de quelqu'un qui était coincé dans les conventions de son époque. Il a au contraire dynamité toutes les conventions de l'époque. Mais alors comment expliquer, on va parler bien sûr cinéma avec vous, Noël Giret, et avec le travail que vous faites à la Cinémathèque, mais comment expliquer tout de même qu'il y a toujours un brin de cynisme qui reste dans le sillage du personnage Guitry. On n'en arrive pas. Je qu'il était populaire. Oui, mais un petit peu comme on dit encore misogynie, ce qui est proprement absurde quand on connaît son œuvre et sa vie. Vous savez, les terminologies, les gens mélangent tout. Je pense que c'est cet esprit dont vous parliez, qui est absolument extraordinaire, et quand même avant tout à base, alors que c'était un homme généreux, profond, bon, c'était à base quand même de ce qu'il avait connu dès son enfance. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'après toutes les monstruosités qu'on lui a fait subir, il ne se soit
pas aigri davantage, parce que désenchanté, il a été très jeune, de par ses relations avec son père, et puis tous les fameux parrains qui l'entouraient, les Feydeau, les Rostand, les Mirbeau, etc. Il avait du monde, une vue, il adorait la vie, bon, mais il n'était pas dupe, il était très, très lucide, et dès ses premières pièces, Veilleur de nuit, qui est un chef-d'œuvre qu'il a écrit à 26 ans, le rôle du vieux monsieur qu'a créé Harry Bor, il lui fait dire des choses, c'est peut-être son père qui les disait, je ne sais pas, mais vous savez, il me fait penser, il contient un petit peu tout ce qui a précédé. Il est unique parce qu'il a un style unique, il est très noir, ton unique, peut-être pas noir, mais peut-être pas noir. Il est cinglant quand même. C'est pas un autre, pas tout à fait non plus, ça c'est un nouille plutôt. Non, il y a un côté, comment dirais, chez cet épicurien profond, il y a ce qu'il y a souvent chez l'épicurien, il y a le stoïcisme, il y a donc le scepticisme. Mais parce que si on dit noir, etc., ça veut dire qu'il est dur. Non, il n'est pas méchant du tout. Il effleure les choses. Il a trop d'esprit pour attaquer. Noël Giret. Je crois qu'en effet, parmi les amis de son père, il y a Jules Renard, qui oui, l'a beaucoup tout. marqué. Et n'oublions pas, en effet, le côté noirceur, mot d'esprit, mais mélange de noirceur et de scepticisme, en effet, de Jules Renard, ou Mirbeau, qui était également un grand ami de son père. Voilà. Et tout ça l'a marqué, sauf que lui, je crois qu'il a un goût, un amour de la vie. Ça se sent. Donc les deux choses cohabitent chez lui, à mon sens, et c'est pour ça qu'il est très très attachant, c'est qu'il ne peut pas en effet s'empêcher d'avoir ce fond de septimie, d'être sceptique, mais il aime profondément la vie, et avec une certaine insolence. Pour revenir aux attaques, en fait, quand on l'attaque, je pense aussi qu'il y a une part de certains qui l'ont attaqué, une part de jalousie vis-à-vis de cet insolent bonheur trois trains d'avance qu'il affiche. Exactement. Voilà. Noël Giret, il a un début de parcours très chaotique. C'est un garçon qui, à l'école, est très indiscipliné. Enfin, je veux dire, et hors cadre. C'est le rôle de son père. C'est un drôle aussi. de loustique. Oui, parce que son père, d'abord, ne pas oublier, est un monstre sacré. Il y a Sarah Bernard, côté Et femme, et Lucien Guitry, côté homme. Donc déjà, les parents se séparent très tôt. Et bien que ce soit la mère qui est la garde, en fait, Lucien Guitry est un personnage totalement envahissant. Il adore son fils. Il a 2 fils, mais c'est Sacha qui va choisir, parce qu'il voit en lui potentiellement un talent. Et il faut dire, l'empêcher un petit peu de faire une scolarité dite normale, parce qu'il offre à Sacha d'autres choses et d'autres bonheurs. De même qu'après, il ne sera pas très content qu'il veuille faire le même métier. Et après, il ne va pas être content. Voilà. On fait une petite digression, les amis, une petite digression au téléphone avec François Dufay, et puis on va revenir. Et bien sûr, vous nourrissez le débat autour de ces accusations de collabo. François Dufay, vous nous confirmez, vous, qu'il n'est pas du voyage en Allemagne et que c'est une affaire qui concerne bien d'autres personnages que vous racontez tout cela dans votre livre, François. Oui, bien sûr, les Allemands avaient organisé plusieurs voyages d'écrivains, de comédiens, de peintres et de sculpteurs, et Guitry n'en était pas, évidemment. C'était plutôt soit des collaborateurs engagés, soit des écrivains qu'on voulait rameuter, qu'on voulait séduire. Ça allait de Jacques Chardon à Marcel Jouandeau, ou alors des gens plus convaincus comme Drieux-La Rochelle et Brasillac. Oui. Pas de Guitry dans ce casting, si j'ose dire. Brasillac, qui l'a payé de sa peau, puisque le général de Gaulle a refusé la grâce, il a été fusillé, et Drieux s'est suicidé. Oui. Absolument. C'était vraiment la pointe la plus extrême de la collaboration, à l'opposé peut-être de gens qui faisaient partie du décor et qui avaient continué leur vie mondaine, littéraire, comme si de rien n'était. Un type comme Brasillac lançait des appels au meurtre dont je suis partout, donc de même Drieux estimait qu'il avait joué et qu'il avait perdu, et lui en avait tiré les conséquences en se suicidant. Brasillac, qui au demeurant était un magnifique romancier, les 7 couleurs, comme le temps passe, notre avant-guerre, un génial bonhomme, mais effectivement écrivant des choses épouvantables. Alors, on a du mal à faire le lien entre... Oui, mais on peut aimer. On pourrait faire un débat autour de ça d'ailleurs. Oh là, Pouvons-nous oui, aimer? alors. Bon, enfin en tout cas, moi je dois dire que je suis un admirateur forcené de Brasillac, du romancier, bien sûr. Une chose très très concrète, un petit encadré, et on vous laissera parce qu'on vous entend assez mal au téléphone, François Dufay. Ce voyage, quel est ce voyage? C'est un voyage vers Berlin ou toute l'Allemagne? C'est un grand tour de l'Allemagne qui commence par les maisons des écrivains ou des musiciens romantiques et qui finit en gros à prosterner devant Goebbels, qui est celui qui tire les ficelles, qui est le ministre de la propagande du Reich. Donc
Les Allemands savaient, avec un art consommé de la propagande, monter ce genre d'opération de relations publiques et après l'exploiter, comme il disait, par des retombées médiatiques. Là, dirait-on aujourd'hui. Merci mille fois François Dufay d'avoir été avec nous pour ce petit éclairage. Jean-Laurent Cochet, Jean-Pierre Danel et Noël Giret sont avec nous. Alors, la collaboration, comment expliquer ce qui s'est produit à la Libération? Il est quand même placé en garde à vue, hein. Oui. Il est en garde à vue, il est inquiété. Motif ignoré sur le dossier, oui. il est indiqué motif ignoré. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait passer, que la justice avait passé des articles dans la presse en disant si qui que ce soit a quelque chose à reprocher à M. Guitry, on est preneur. Et personne ne s'est manifesté naturellement. Bon, mais en même temps, franchement, on peut le dire aujourd'hui, c'est pas faire offense à son talent, c'est pas René Char. Question courage, hein. Prends pas le maquis. Faut quand même relayer. Je suis obligé de poser la question. Non, justement, je crois pas. Non, je crois pas. Alors Jean-Pierre et ensuite... Si on continue à parler de Guitry à propos de ça, on perd le temps. Au lieu de parler de l'homme de génie... non, il a aidé beaucoup de monde, il a sauvé des gens. Je pense qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir un train de vie qui est resté assez fastueux et que ça passait mal, mais c'était encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de jalousie. Non, il est clairement irréprochable par rapport à ça. Noël Giret. Disons que Guitry ne s'en est jamais caché, est pétiniste. Voilà, ça c'est. Il n'est pas le seul, absolument. Mais il a toujours revendiqué au sens de ce qu'il avait connu depuis l'enfance. Guitry n'a aucun sens politique, contrairement à son père qui lui a été dreyfusard, avait des amis justement engagés comme Anatole France ou Mirbeau. Sacha n'est pas politique, il a une naïveté totale. Oui, mais c'est par rapport à la presse, ils sont un comédien. Vous savez, il n'était pas politique parce que moi je continue à penser qu'un artiste n'a pas à se mêler de politique, surtout étant donné ce qu'elle devient petit à petit. Alors on a beau dire idéologie politique, etc. Ce sont des ragots, c'est minimiser les œuvres et les hommes. Pardon, mais il y en a marre de ça. Vous vous rendez compte qu'on a 20 minutes et on va quasiment pas parler de l'œuvre. Ah bon, on fait que ça, non. Non, on fait que ça. Si on parle du collabo, non. Non, mais je cherchais à définir les racines des attaques, en fait. C'est la racine des attaques qui permettait un dossier où finalement à l'arrivée il n'y a rien. Bah oui, et il est aux archives nationales, il y a rien. Rideau. Un non-lieu, il a commencé son livre en disant il n'y avait donc pas lieu. Rideau.